Professeur Belkhadir, professeur Shraibi, comité d'organisation, pour l'invitation d'abord et également d'avoir organisé ce congrès à Agadir. Alors, vous m'avez chargé de vous parler de la néphropathie diabétique comme complication parmi d'autres. On sait très bien que le diabète, à l'instar des autres complications, est la première cause d'insuffisance rénale chronique terminale. Il est également la première cause, comme vous le savez, la première cause de cécité et également la première cause d'amputation. Donc, comme vous voyez sur la première slide, on prévoit une augmentation selon l'International Diabetes Federation, une augmentation de l'ordre de 800, à peu près 800 millions de patients diabétiques vers les années 245. Un malade sur 3 va développer une maladie rénale diabétique. L'Afrique, l'augmentation va être encore plus importante. On aura une augmentation d'ici 2045, une augmentation de 134% de diabétiques par rapport à l'existant. Nous avons à peu près 25 millions et on aura plus de 45 millions de patients diabétiques. Un malade sur 2 diabétique n'est pas diagnostiqué, n'est pas connu diabétique. La moitié des patients diabétiques ne sont pas connus diabétiques. Tout cela a un coût économique considérable et également un coût humain très important, comme on a plus de 7 millions de décès par an. L'incidence de l'insuffisance rénale chronique d'une manière générale augmente de façon considérable. Pourquoi? C'est à cause de ce diabète-là. Les deux principales causes de l'insuffisance rénale chronique sont le diabète et l'hypertension artérielle. Et on a un malade sur 2 en dialyse, il est soit diabétique, soit hypertendu. Au Maroc, une étude faite il y a quelques années, en collaboration avec la Société marocaine de néphrologie et le ministère de la Santé, nous avons à peu près 5% des Marocains ont une maladie rénale chronique, c'est-à-dire que plus de 2 millions de Marocains, tous stades confondus, ont une maladie rénale chronique. Les causes, donc à l'instar de l'international, et c'est le registre américain, plus de la moitié des patients sont soit diabétiques, soit hypertendus. De même au Maroc, la principale cause de la maladie rénale chronique, c'est le diabète malheureusement. Le coût. Le diabète, ou l'insuffisance rénale, représente seulement 4% des pathologies non transmissibles prises par le CNOPS et par la CNSS, alors qu'ils bouffent et consomment plus que 26% du budget de ces organismes-là. 4% et ils consomment un quart du budget. C'est considérable comme coût. Également, la maladie rénale chronique ou la mortalité, elle va passer de la 16e cause comme cause de mortalité essentiellement cardiovasculaire à probablement la 5e cause d'ici 2040. Également, la mortalité chez les dialysés elle est moins bonne que chez les patients avec cancer. Plusieurs cancers ont une survie meilleure que les patients dialysés. Dans le groupe des patients dialysés, les diabétiques ont une survie moins bonne que les patients non diabétiques. Donc, je parle ici de la population des diabétiques. Ça, c'est le registre français 2022. L'évolution naturelle, ou l'histoire plutôt naturelle, il diffère du type de diabète. Type 1, c'est classique. Il commence généralement par une augmentation de la glycémie qui s'accompagne, qui est le principal promoteur de la néphropathie diabétique, qui s'accompagne d'une hyperfiltration. Par la suite, s'installe progressivement une augmentation de la pression artérielle qui va devenir dans quelques années une hypertension artérielle, apparition de la microalbuminurie, par la suite la macroalbuminurie, et tout ça, il va être accompagné d'une baisse progressive de DFG. Donc généralement, on a 3 phases. La phase préclinique où on n'a pas des marqueurs d'atteinte rénale, on a juste une hyperfiltration et plutôt un DFG qui est élevé, avec une hypertrophie structurelle et une hyperfiltration. Par la suite, va s'installer une microalbuminurie qui va devenir une macroalbuminurie en absence de traitement. Le diabète de type 2, on ne connaît pas la date exacte du début, et dès le diagnostic, on a déjà une augmentation de la pression artérielle, déjà une microalbuminurie et également un risque de décès cardiovasculaire très élevé déjà au départ. Ces 3 travaux ont fait la biopsie rénale systématiquement, ça on le fait pas dans notre pratique quotidienne. Ils ont fait la biopsie rénale de façon systématique chez tous les patients qui ont une protéinurie ou plutôt une albuminurie supérieure à 300 mg, chez tout le monde. Les patients qui avaient une rétinopathie diabétique avaient 100%
une néphropathie diabétique parce qu'on sait très bien, ce sont les deux des complications microvasculaires, et on sait très bien que la rétinopathie diabétique précède dans l'évolution naturelle la néphropathie diabétique. Alors que les patients qui n'avaient pas de rétinopathie diabétique, c'est ici que la surprise, 50% avaient une néphropathie diabétique, mais les autres avaient une autre néphropathie, soit une néphropathie qui n'a rien à voir avec le diabète, comme la population générale, et d'autres qui ont des lésions autres que la lésion glomérulaire qui est à l'origine de la néphropathie diabétique classique, comme les lésions vasculaires et les lésions interstitielles. Et là, on retient que le diabète donne des néphropathies diabétiques albuminuriques et également des néphropathies diabétiques. Ça, la nomination, ça a changé. On parle aussi maintenant du diabète dans la maladie rénale chronique, des patients qui sont non albuminuriques. Ils sont également dus au diabète et pas à la néphropathie diabétique, comme ça a été déjà défini avant. L'évolution, c'est très important. L'évolution naturelle, à partir de 45 ans, on perd 1 millilitre par minute. Et après les autres néphropathies, l'évolution diffère en fonction de l'origine. La néphropathie interstitielle évolue lentement par rapport à la néphropathie glomérulaire. Et à l'intérieur de la néphropathie glomérulaire, la néphropathie diabétique a une évolution très rapide. Et à l'intérieur de la néphropathie diabétique, selon le polymorphisme, là, le DFG, la dégradation également diffère. Regardez que la néphropathie diabétique, la dégradation varie entre 3 ml, 5 ml et 10 ml par an seulement. Pour les gens qui vont perdre 10 par ml, ils vont être en dialyse dans 2-3 ans maximum. Et ça, c'est dangereux. Les facteurs de risque, on en a plusieurs. Il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables, classiques que vous connaissez très bien, l'âge, le sexe, la race, l'ethnie, les facteurs génétiques, etc. Et il y a également des facteurs environnementaux. Il y a également l'hyperglycémie, l'obésité, l'hypertension artérielle. C'est à la fois de susceptibilité, mais également des facteurs d'initiation et de progression, notamment l'hyperglycémie, l'hypertension artérielle, qui restent les deux principaux facteurs de risque de progression, d'initiation et de progression de la néphropathie diabétique. La physiopathologie du diabète, elle est complexe. Également, la physiopathologie de la néphropathie diabétique, elle est complexe. Et cela veut dire qu'un seul traitement pour faire ralentir la néphropathie diabétique n'est pas suffisant parce qu'il y a plusieurs mécanismes qui interviennent dans cette initiation, dans cette progression. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs maintenant médicaments qui vont s'aider pour traiter ou pour faire baisser cette progression de la néphropathie diabétique. L'hyperglycémie associée à des facteurs génétiques, comme ça a été déjà dit, plus de 66 polymorphismes génétiques ont été identifiés, comme dans la néphropathie diabétique. Et cela explique pourquoi les patients ayant une néphropathie diabétique n'évoluent pas de la même manière, parce que le polymorphisme sous-jacent n'est pas du tout le même entre les patients. Il y a l'hyperglycémie en plus des facteurs génétiques, associés également à des facteurs environnementaux, notamment les médicaments, les infections et également des facteurs hormonaux. Tout cela va donner une augmentation du stress oxydatif, augmentation de la production des AGE, une stimulation des récepteurs également des AGE, altération de l'expression des gènes et également altération des protéines. Tout ça va par la suite donner toutes les lésions que vous connaissez, lésions mésangiales, tubules interstitielles, glomérulaires, et par la suite tout ça va donner par la suite au fil du temps une albuminurie, une baisse du DFG. La classification de la maladie rénale chronique, elle est basée sur le DFG, le débit de filtration glomérulaire, et l'albuminurie. La maladie rénale chronique, elle est définie par la présence d'un de ces marqueurs-là depuis plus de 3 mois et ou une baisse seule du DFG avec un DFG inférieur à 60. Donc la maladie rénale chronique elle est basée sur le DFG, ça nous donne ces catégories, et également sur l'albuminurie, albuminurie normale, albuminurie, microalbuminurie positive et macroalbuminurie. Comment faire le diagnostic? Chez le diabétique de type 1, ça vous le connaissez de façon typique. Après 5 ans, on commence à demander un bilan minimal qui ne coûte rien du tout, un ratio albumine urinaire sur créatine urinaire et une créatinine sanguine une fois par an. S'il est négatif, on refait ça dans 1 an. Contrairement chez le diabétique de type 1, dès le diagnostic, parce que
classiquement, on ne connaît pas la date de début de ce diabète-là. On fait le diagnostic déjà avec des complications existantes, qu'elles soient microvasculaires ou macrovasculaires. Et bien sûr, il faut confirmer cette anomalie s'il existe avant de retenir une maladie rénale chronique. Les recommandations, donc on a de la chance d'avoir plusieurs recommandations, des recommandations américaines de néphrologie, américaines de diabétologie, les recommandations également américaines de néphrologie de la maladie rénale chronique sorties en 2024 et également, comme ça a été dit par le professeur Minaoui, les recommandations européennes qui ont consacré un grand chapitre pour la gestion du diabète dans la maladie rénale chronique. Donc tout le monde s'accorde sur améliorer la prise en charge du patient diabétique avec maladie rénale chronique, avec deux objectifs principaux, réduire le risque rénal et surtout réduire la mortalité cardiovasculaire. Comment? Par une approche globale qui se base sur plusieurs piliers. Le premier pilier, pour tout le monde, c'est les mesures hygiéno-diététiques. La première ligne thérapeutique et après les autres lignes vont venir en fonction de la réponse au nom des lignes précédentes. L'activité physique, donc en fonction du profil du sujet âgé, on ne va pas préconiser l'activité physique chez un sujet jeune de la même manière qu'un sujet âgé. Activité physique modérée et intense en fonction du profil, 150 par semaine, donc ça va revenir à 5 activités à 30 semaines. L'apport en sel 5 grammes par jour et l'apport protéique 0, réduire à 0,8 grammes par kilo par jour, sauf s'il est idéalisé. Donc on recommande un apport normal, voire supérieur à la normale, parce que ce sont des patients qui sont prédisposés à la dénutrition. La première ligne, ça vous la connaissez, un médicament pour réduire, contrôler la pression artérielle et la protéinurie, les dyslipidémies et les deux médicaments qui vont être prescrits à la fois pour contrôler la glycémie et également pour protéger le rein et le cœur. Ils sont recommandés chez les patients qui ont diabète, bien sûr, hypertension artérielle et albuminurie. L'association IUCRA2, elle est contre-indiquée. Et bien sûr, si la pression artérielle n'est pas contrôlée, donc on a le droit d'ajouter les autres antihypertenseurs que vous connaissez, essentiellement les inhibiteurs calciques et les diurétiques. Et ça ne marche pas, on peut avoir recours aux inhibiteurs stéroïdiens des minéralocorticoïdes pour contrôler la pression artérielle. L'objectif, les Cadigo 2001, pression artérielle à 120, l'ADA 2022, pression artérielle inférieure à 130/80. Sachant que, malgré ces recommandations-là, malgré la restriction, la plupart des patients traités, les 2/3 ne sont pas contrôlés, malgré le traitement antihypertenseur. Les antidiabétiques, le metformine comme traitement pilier, et les inhibiteurs SGLT2, le nouveau médicament. L'équilibre glycémique, il diffère, ça vous le savez, en fonction du profil du patient. Un patient dialysé, inférieur à 8. Un patient au stade 1, inférieur à 6,5. Et après, il diffère également, l'objectif diffère en fonction de la présence ou non des complications macrovasculaires, l'espérance de vie, le risque d'hypoglycémie, etc. Attention, la metformine chez tout le monde, et avec un DFG supérieur à 30. Supérieur à 30 également, il faut faire attention. Il faut commencer doucement et en fonction de la tolérance, on peut augmenter jusqu'à atteindre la dose maximale et toujours faire attention à l'estimation de la filtration glomérulaire, c'est très important. Sachant qu'il y a des variations intra-individuelles de DFG. On n'a pas un DFG constant. Ça, il faut le retenir. Le DFG varie chez le même patient et l'albuminurie, malheureusement également, il varie chez le même patient. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut répéter plusieurs bilans sanguins, je parle de la créatinine, et également refaire l'albuminurie chez le même patient plusieurs fois pour avoir une moyenne, pour avoir une valeur référence. Attention à l'acidose lactique, donc c'est l'accumulation de l'acide lactique en cas de non-adaptation de la metformine. Bien sûr, ici, inférieur à 30, on ne le donne pas. Par la suite, il y a les différentes catégories. On commence doucement et on ajuste en fonction de la tolérance. Il faut faire attention également aux autres effets indésirables, notamment le déficit en vitamine B12. Deuxième ligne thérapeutique, ça a été dit et redit. Supérieur à 20, avec une maladie rénale chronique, on donne l'inhibiteur de SGLT2. Mais attention, on ne peut pas le donner pour un DFG inférieur à 20,
Mais s'il était déjà donné et il est toléré par le patient, on peut le garder jusqu'à la phase de dialyse pour la protection cardiovasculaire. Rénal est déjà cuit, mais le malade il est en dialyse, mais il est toujours là. Et il a toujours un facteur, un risque cardiovasculaire élevé. S'il est toléré, on peut le garder même en dialyse. Les bénéfices, je ne vais pas revenir sur ça. Il y a des bénéfices cardiovasculaires, plusieurs études depuis 2015. Et les patients, regardez ici, c'est important, tous les patients dans ces études-là avaient un risque rénal faible. C'est-à-dire que l'effet bénéfique, même chez les patients avec un DFG élevé. La même chose pour le bénéfice rénal. Attention au DFG. Donc on a ici les différents médicaments. Ici, on ne peut pas le donner pour un DFG inférieur à 25, ici inférieur à 20. Attention également aux complications, la malabsorption de la vitamine B12, les infections génitales et également la déshydratation. Ça a été déjà ce matin. Les malades, la plupart ont des diurétiques et là, l'inhibiteur SGLT2 également favorise l'élimination de sodium et d'eau et le risque c'est la déshydratation par hypovolémie. Les statines ils sont recommandés chez tous les patients avec maladie rénale chronique comme avec une dose modérée pour la prévention primaire et une dose élevée pour la prévention secondaire. L'objectif bien sûr LDL inférieur à 1, 0,7 par gramme par litre pour le LDL et supérieur à 0,5 pour le HDL. La deuxième ligne, si on n'a pas atteint l'objectif glycémique, on préconise les analogues GLP-1. Et si on n'atteint pas la négativation de l'albuminurie, on peut avoir recours au non-stéroïdien diminéralocorticoïde. Chez tous les diabétiques, plus maladie rénale chronique ou diabétiques avec maladie cardiovasculaire, et bien sûr si le cible n'est pas atteint ou s'il y a une intolérance à l'un des deux médicaments précédents. Attention encore une fois à l'adaptation à l'insuffisance rénale. Et si ces deux médicaments-là ne nécessitent pas d'ajustement, il y a 3 cas de figure. Donc, quel que soit le médicament, des médicaments qui sont complètement contre-indiqués, des médicaments qui sont donnés sans adaptation et des médicaments qui sont donnés avec adaptation. C'est les 3 catégories qui existent dans quel que soit le médicament. Alors, le phénylalanine, il est donné en cas de non-normalisation de l'albuminurie, avec surtout une calémie qui doit être normale et un DFG supérieur à 25 ml. Les antiagrégants sont donnés en prévention secondaire dans la maladie cardiovasculaire et en prévention primaire, et là, ça doit être en concertation avec l'équipe, avec le patient, vu les risques liés à cette prescription, notamment le saignement. Il y a de nouvelles thérapeutiques qui sont en cours d'évaluation, les inhibiteurs de la protéine kinase, les inhibiteurs des AGE, les inhibiteurs des facteurs de croissance et également les antagonistes des récepteurs de l'endothéline. Donc je termine par dire que les nouveautés, c'est quoi? C'est que les mesures non pharmacologiques, maintenant, c'est une pierre angulaire dans le traitement. Le blocage sérotonine-angiotensine, il est toujours là, avec la metformine. L'introduction des SGLT2, aussi bien dans la néphropathie diabétique, elle est également donnée dans la maladie rénale chronique non diabétique. Ça, il faut le savoir. Les statines en prévention primaire chez tous les diabétiques avec maladie rénale chronique et également la sortie des antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, sans oublier la réévaluation des facteurs de risque de façon régulière, 3 à 6 mois en fonction des profils. Merci beaucoup.